Bonsoir à tous. Ouvrez-vous encore régulièrement un dictionnaire? Je dois vous l'avouer, moi ça m'arrive plus très souvent à l'époque de Wikipédia ou de Google. Je vous pose cette question parce que quand j'ai ouvert mon dictionnaire cette semaine, je me suis aperçu que la dernière fois que je l'avais fait, c'était il y a un an exactement, à l'occasion des entretiens de Valpré. Preuve que ces entretiens sont toujours une belle occasion de réfléchir, de penser, tout simplement. Cette année, j'ai ouvert mon dictionnaire à la page 610, page du mot égalité. Et voilà ce que j'ai lu. Il est faux que l'égalité soit une loi de la nature. Il est faux que l'égalité soit une loi de la nature. Et j'ai lu un petit peu plus loin, l'égalité parce que la liberté ne peut subsister sans elle. Égalité parce que la liberté ne peut subsister sans elle. Voilà les deux citations retenues par le petit Robert pour définir le mot égalité. La première est de Vauvenargues et la seconde de Rousseau. Tout est dit, me semble-t-il, avec ces deux phrases, toute la tension que suscite le mot égalité, qui nous paraît pourtant si évident, lui qui trône sur le fronton des bâtiments publics de notre République. Un mot utilisé à tout bout de champ, peut-être à tort et à travers d'ailleurs, et c'est la question qu'on va se poser ce soir. Tous égaux, est-ce une imposture? On va en parler depuis la 12e édition des Entretiens de Valpré, organisée à Écully, près de Lyon, par la congrégation des Assomptionnistes, un événement dont RCF est partenaire avec KTO, Lacroix, Pèlerin et acteur de l'économie La Tribune, dont vous êtes rédactrice en chef, Diane Dupré-Latour. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Pour débattre de ce thème, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir 4 invités de marque. En face de moi, Carole Couvert. Carole Couvert, bonsoir. Bonsoir. Carole Couvert, vous êtes jeune, vous êtes une femme, vous êtes un ovni dans le paysage syndical français. Vous avez fait un parcours chez GDF Suez et ensuite vous avez été élue il y a 6 mois première présidente de la CFE-CGC. CFE-CGC, syndicat de cadres français qui fêtera ses 70 ans en 2014. Vous n'aimez pas les réformettes, notamment sur la question des retraites. Le nom CFE-CGC, impossible à prononcer. Et la lutte des classes, pour vous, pas d'intérêt divergent entre cadres, agents de maîtrise et ouvriers. Vous l'avez compris, avec Carole Couvert, on est assez loin du syndicat Manif Barbecue Merguez. La question de l'égalité, vous connaissez, car c'est par ce biais que vous avez commencé votre parcours syndical et on va en parler dans un instant. En face de moi, Delphine Coutard. Delphine Coutard, bonsoir. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invitée. Delphine Coutard, vous êtes présidente d'Hôtel Megastore. Alors Hôtel Megastore, c'est un peu la redoute de l'hôtellerie, d'après ce que j'ai compris. En fait, vous proposez aux hôtels un catalogue de mobilier complet sur le marché, 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, une 50aine de salariés. Vous êtes implanté à Rieux-la-Pape, dans la banlieue de Lyon, au cœur d'une commune qui accueille 49 nationalités. Vous avez joué le jeu de la mixité sociale. Les discours féministes, ça vous énerve. D'ailleurs, l'essentiel de vos salariés, ce sont des femmes. Donc chez vous, le problème, c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce qui freine dans l'égalité dans l'accès à l'emploi? Comment manager au quotidien une équipe aux talents hétérogènes? Ce sont les questions que nous allons aborder avec vous ce soir. À ma gauche, Philippe Courroy. Philippe Courroy, bonsoir. Bonsoir. Philippe Courroy, vous êtes aujourd'hui avocat général près la cour d'appel de Paris. C'est un poste que vous avez rejoint contre votre gré. Je voudrais vous dire au nom de Valpré combien nous sommes sensibles à votre présence ce soir. C'est une démarche qui est courageuse, car elle s'inscrit à un moment difficile de votre parcours de magistrat. Vous êtes convoqué mi-novembre devant le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir tenté de découvrir les sources de 2 journalistes du Monde. C'est la fameuse affaire des Fadettes, l'une des clés du dossier Woerth-Bettencourt. C'est la première fois, arrêtez-moi si je me trompe, qu'un magistrat est poursuivi par un justiciable. À Lyon, on vous connaissait déjà pour avoir été le tombeur de Michel Noir et d'Alain Carignon dans les années 90, respectivement maire de Lyon et de Grenoble. Vous aviez ensuite rejoint le pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, où vous avez instruit plusieurs affaires à retentissement. Le juge instructeur de l'Angola Gate, c'était vous. Le volet français de l'affaire pétrole contre nourriture, c'était encore vous. Vous êtes un magistrat atypique, d'une rigueur stricte, pugnace. Vous aimez aller jusqu'au bout de vos dossiers. Vous n'avez jamais caché votre proximité avec Nicolas Sarkozy. Alors, tous égaux devant la justice, c'est une des questions dont nous allons débattre ce soir. Et enfin, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et grand témoin de ces entretiens depuis leur création. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. J'ose à peine vous appeler Monseigneur parce qu'il paraît que le pape n'est plus très féru de ces termes pontifiants comme éminence ou excellence.
Mais bon, c'est pas encore officiel alors. Monseigneur, je voudrais vous dire ma joie de vous voir en forme ce soir parmi nous après l'incident de cet été. Vous avez été hospitalisé d'urgence en Martinique pour un triple pontage, je crois. Il paraît que vous faites de la rééducation tous les matins et que vos prêtres sont contents parce que comme ça, les réunions démarrent un peu moins tôt le matin à l'évêché. Monseigneur, en ce moment même, le pape est enfermé dans une salle du Vatican avec son G8, le groupe des 8 cardinaux qu'il a choisi comme consistoire, pour réfléchir à la réforme de la curie, mais aussi pour initier une théologie approfondie du féminin et repenser la place précise des femmes là où s'exerce l'autorité dans l'Église. Sortir la femme de son rôle d'auxiliaire, recentrer le débat sur la question de l'être plutôt que sur celui des rôles, des problématiques en lien étroit avec celle de l'égalité. C'est là-dessus que nous reviendrons avec vous ce soir. Merci beaucoup Diane. Voilà, on connaît tous les 4 désormais. J'aimerais pour démarrer cet échange qu'on prenne un tout petit peu le temps de définir le concept. Le concept d'égalité est au cœur de notre échange aujourd'hui. Alors, quelle est votre définition du mot égalité, Delphine Coutard? Alors écoutez, moi, c'est pas très compliqué, vu côté entreprise, parce que c'est pour cela que vous m'aviez demandé de venir. Je crois qu'on n'est pas tous égaux en entreprise, et c'est justement tout l'intérêt, en fait. C'est une diversité formidable qu'on peut voir au quotidien dans les entreprises. On a des talents dans tous les services, des gens qui ont une diversité d'intelligence, mais surtout de savoir-être qui est étonnante. Et je pense que le rôle du chef d'entreprise, c'est justement de mettre en valeur ces talents. Donc pour moi, non, on n'est pas tous égaux, et c'est justement une chance dans les entreprises aujourd'hui. Philippe Courroy, vous êtes un bon poste d'observation des sphères de pouvoir en milieu démocratique. En 2 mots, quelle serait votre propre définition de l'égalité? En 2 mots, c'est difficile, mais je commencerai peut-être par une définition négative. L'égalité, c'est pas l'égalitarisme. Vous avez dit tout à l'heure que ça n'était pas une loi de la nature. On est différents, chacun est unique, avec des talents différents. Je crois que tout le monde ne naît pas Usain Bolt, Mozart ou Marie Curie, et que ça, il faut l'accepter. En revanche, je crois que l'égalité, c'est l'égalité des droits et c'est l'égalité des chances. Et donc, c'est le fait de pouvoir devenir Usain Bolt, Marie Curie ou Mozart, et c'est donc pouvoir donner à chacun la possibilité de révéler et d'éveiller ses talents. Voilà comment moi je vois l'égalité. Carole Couvert, votre définition de l'égalité? Ça va être la suite logique, c'est reconnaître chacune et chacun à sa juste valeur, indépendamment de critères de genre, indépendamment de critères d'âge, de critères de couleur. Et donc derrière, pour nous, CFE-CGC, ça fait le lien avec 2 concepts. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et l'équité, effectivement, et non l'égalitarisme, afin de tirer tout le monde vers le haut et d'avoir vraiment un rôle d'ascenseur social, puisque la CFE-CGC, ça n'est pas un syndicat que de cadres, mais d'encadrement, donc agents de maîtrise, techniciens, cadres, ingénieurs, et aussi dans les fonctions publiques. Et nous pratiquons un syndicalisme de proposition dans l'intérêt des entreprises comme des salariés pour que ce soit durable. Et pour vous, Monseigneur Barbarin, l'égalité, c'est une valeur qui vous est chère? C'est à la fois un défi, c'est ça sans doute l'essentiel du débat ce soir, et un fait, une donnée de fond. Donc ce qui est le principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec une égale dignité. Après, on discutera des conditions de dignité, mais cette égale dignité, pour nous les chrétiens, elle se fonde dans la première page de la Bible. Ils ont tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc ils sont tous l'objet d'un infini respect. Ensuite, le Christ, il est rédempteur de tous les hommes, quelle que soit leur race, leur âge et l'époque ou le lieu de leur naissance. Et puis surtout ultime, c'est-à-dire c'est au début, au milieu comme Christ sauveur, et puis avec la fin. Et à la fin, il y a une maison où il y a un père qui attend tous ses enfants, quel que soit leur âge, quelle que soit leur citation, et où on va voir un Benoît Labre qui était un mendiant et un Saint-Louis qui était un roi, ça n'a aucune importance. Une place a été préparée pour chacune et chacun d'entre nous. Ça, c'est le fond même de l'égalité. Je reviens à la définition du petit Robert. Je cite, il dit, au propos de l'égalité, il dit qui est de même quantité, de même dimension, de même nature, de même qualité ou valeur. Bref, qui est identique, même, équivalent. Alors, à mon sens, il y a un premier constat du non-identique, de la non-égalité. Pour un être humain, me semble-t-il, c'est la différence sexuelle, la différence entre hommes et femmes. J'aimerais qu'on en parle, parce qu'on en parle beaucoup, et vous l'avez évoqué à l'instant, Carole Couvert, cette question de l'égalité homme-femme, en particulier en entreprise. Est-ce que ça a un sens? Vous avez créé, au début des années 2000, le réseau
équilibre. Vous connaissez bien le sujet. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la question de l'égalité homme-femme dans l'entreprise, c'est un débat d'un autre âge? Non, c'est toujours un débat d'actualité. Il y a toujours 27% d'écart salarial en moyenne entre les femmes et les hommes. Donc pour nous, ça c'est la base. Reconnaître chacune et chacun à sa juste valeur et donc avec une véritable rémunération en fonction de ses compétences. Ça c'est le premier acte. Sur ce sujet-là, on connaît une succession de lois. Mais à l'époque, dans les années 2000, effectivement, j'ai créé le réseau Équilibre en 2004. À l'époque, on parlait beaucoup de féminisme. Et nous, l'idée à la CFE-CGC, c'est bien que les hommes comme les femmes s'emparent de cette question, à la fois pour travailler sur l'égalité professionnelle, donc dans l'entreprise, mais aussi pour travailler à toute la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, et arriver à faire des choses en faveur des hommes comme des femmes. La CFE-CGC est à l'origine, par exemple, du congé de paternité. À la base, nous ne sommes pas du tout sur des logiques de quotas, mais bien de mixité, pour arriver à travailler ensemble et à tirer le meilleur de chacun. Delphine Coutard, vous, c'est pas un enjeu, la parité homme-femme dans l'entreprise? Alors nous, c'est plutôt la question inverse, c'est qu'on a du mal à recruter des hommes en fait, parce que traditionnellement dans les métiers de la vente à distance, les équipes majeures sont des équipes de commerciales sédentaires, et effectivement, on trouve beaucoup de jeunes femmes puisqu'elles elles préfèrent avoir des jobs sédentaires, quoi. Donc on a toujours eu beaucoup de femmes. Et les hommes qui travaillent avec nous reconnaissent par contre que c'est difficile parce que les femmes sont peut-être plus sensibles, plus émotionnelles et donc moins cash dans leur rapport entre elles et avec les hommes dans l'entreprise. Donc c'est pas toujours évident de gérer des équipes de femmes. Monseigneur Barbarin, vous avez rappelé l'importance de l'égalité, de la dignité dans la pensée chrétienne. Mais sur la question de la femme, pourquoi est-ce que le pape François éprouve aujourd'hui le besoin de remettre cette question sur la table? Quand on regarde un petit peu en arrière, en 87, les évêques réunis en synode déclaraient « Nous affirmons l'égale dignité de la femme et de l'homme ». C'était le message final. Alors c'était quand même au XXe siècle, l'Église n'a pas pris beaucoup de risques en affirmant cela, même si c'est plus confortable de parler d'un pays occidental. Mais je trouve qu'on est quand même un petit peu loin de sa mission prophétique. Aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que l'Église a encore ou non du chemin à parcourir sur ces questions hommes-femmes? Je continuerai dans le sens de ma première intervention. C'est vraiment un défi, la preuve. Au consistoire, au mois de mars, avant l'élection de François, on en a beaucoup parlé sur la place des femmes à l'intérieur de l'Église, de leurs responsabilités, etc. Dans un conseil épiscopal comme celui de Lyon, ça fait depuis que je suis là en 2002 qu'il y a des femmes au conseil épiscopal. Avant, il n'y en avait pas. C'est quelque chose de nouveau et pourtant, ça semble tout à fait naturel une fois que c'est établi parce qu'il y a un autre regard. Il y a des grandes responsabilités. Dans mon diocèse, certains des grands services sont pris en charge par des femmes, d'autres par des hommes. Ça change d'ailleurs. Parfois, ça peut être un prêtre qui s'occupe de la liturgie, mais parfois, ça peut être une femme. Pourtant, elle ne célèbre pas la liturgie. Mais elle s'y connaît, elle est très compétente, elle sait très bien faire, etc. Alors, il y a vraiment un défi, là aussi. Mais, je dirais la même chose aussi que tout à l'heure, il y a un fait qui est absolument incontestable. Et depuis la première minute, c'est que la première femme célèbre à Lyon chez les chrétiens, c'est Blandine, quoi. Et alors à ce moment-là, si vous demandez aux gens si on connaît Sainte Blandine, elle est connue dans le monde entier. Quand j'étais à Madagascar, les seules Françaises dont j'ai vu le nom et des statuts, c'était des femmes. Donc c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, universellement connue, c'était Sainte Bernadette. Aujourd'hui, si j'interroge les gens qui sont là en leur disant « Qu'est-ce qui est plus important, Mère Teresa ou Jean-Paul II ?» Tout le monde dira c'est deux très grandes figures. Donc on voit bien que ultimement et dans la sainteté, c'est-à-dire dans le rapport à Dieu, Mère Teresa c'est exceptionnel et Jean-Paul II c'est exceptionnel. Certes, il y a des grandes figures, mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose à creuser de la vocation féminine au sein de l'Église? Alors c'est pour ça que je disais au début que c'est un défi. Je crois que par exemple Jean-Paul II a beaucoup travaillé cette question quand il a écrit Mulieris Dignitatem. Après, quand à Lourdes, il a lancé cette formule, les sentinelles de l'invisible, etc. On voyait bien qu'il cherchait. Et à l'intérieur du gouvernement de l'Église, on voit qu'il y a des grands progrès à faire. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous en disant il y a un fait fondamental, mystique si vous voulez, ou ultime plutôt. Voilà, ultime. Et puis après, concrètement, il y a un défi à relever, il est temps qu'on se bouge. C'est pour ça que je suis très content que le pape s'en occupe. Alors vous disiez que vous en avez parlé pendant le conclave. Je sais qu'on ne peut pas révéler exactement ce qui s'est dit pendant le conclave, mais de quelle manière vous échangiez justement sur ce sujet avec les cardinaux? Qu'est-ce que vous disiez concrètement? Ah oui, donc là tu rentres dans une position un petit peu difficile parce qu'on n'a pas le droit de dire exactement le contenu. Mais enfin, on voit bien que c'était un sujet très important et aussi une attente de notre civilisation et de notre monde. Parce que d'abord à l'intérieur de l'Église, on voit la place fondamentale qu'elles ont.
pour la transmission de la foi un peu partout, pour la vie des communautés. Si vous ouvrez les Actes des Apôtres, par exemple, c'est assez extraordinaire. Bon, peut-être que Saint Luc, c'est un des plus attentifs à la présence des femmes, et dans son évangile et dans les Actes des Apôtres. Mais enfin, combien de fois il nous dit, par exemple, il y en a une extraordinaire quand Saint Paul arrive et commence à prêcher, et alors Lydie lui dit, tu viens chez moi ce soir. Alors lui, il dit, bah quand même, aller chez une dame que je connais pas, et le texte dit pudiquement, elle nous y contraignit, point final. Voilà. Et hop, on allait chez elle ce soir, et l'église commence comme ça. L'église à Athènes, l'église dans des quantités d'endroits, commence grâce à une femme de valeur et de poigne qui est capable de prendre l'apôtre et lui dire tu fais ce que je te dis et la communauté va être fondée ici. Ça, vous le voyez dès la première heure. C'est aussi des choses qui existent aujourd'hui. Delphine Coutard, vous avez tendance à penser que parfois il est plus facile d'être une femme, y compris dans le milieu de l'entreprise. Je crois qu'effectivement, en tant que chef d'entreprise, il y a beaucoup moins de femmes. Donc forcément, quand on va voir un interlocuteur bancaire ou quand on est invité, on se retrouve souvent avec des hommes. Donc c'est plus facile de se différencier quand on est une femme que quand on est un homme. Donc je pense que c'est vraiment une chance et une facilité plutôt qu'un handicap. Et vous, Philippe Courroy, vous avez vu arriver une vague de femmes à la magistrature. La magistrature est en train de se féminiser complètement. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Vous venez de parler des vocations féminines, et il semble qu'effectivement la justice connaisse des vocations féminines importantes, puisqu'il doit y avoir à peu près 60% de femmes dans la magistrature et 80% aujourd'hui dans les promotions de l'école de la magistrature. Ce qui montre que ce métier, ces fonctions attirent particulièrement les femmes. Alors l'enjeu au niveau de l'égalité homme-femme, c'est évidemment que les hommes et les femmes puissent accéder également à des fonctions de responsabilité. L'enjeu est là. Et ça pose des questions, par exemple, quand un jury est face à un contentieux sur une histoire de garde d'enfants, de divorce, il y a une question de parité qui se pose là. C'est important d'être vigilant à cet égard ou pas? Non, il peut y avoir le sentiment, pour la personne qui attend une décision de justice et qui se trouve devant un tribunal d'hommes ou un tribunal de femmes, de ne pas être écouté de la même manière. Ça peut être effectivement un sentiment. Maintenant, je crois que la justice, elle est rendue de manière égale et tout aussi bien l'application de la loi par un homme ou par une femme. Vous évoquez la question des jurys. Alors, pour ce qui est le jury d'assises, vous savez, c'est-à-dire les citoyens tirés au sort et qui viennent compléter les magistrats professionnels. Là, je peux vous dire, et c'est mon expérience personnelle, qu'en ce qui me concerne, j'essaye toujours d'équilibrer le jury citoyen d'hommes et de femmes pour qu'il y ait une parité la plus proche possible de l'égalité, pour que la sensibilité dans les délibérations soit justement mixée par les deux sexes. Carole Couvert, j'aimerais qu'on vous entende réagir sur cette question de la féminisation de certaines professions. On a parlé de la magistrature, mais on pourrait évoquer l'éducation. C'est presque une question de tabou aujourd'hui de dire qu'il y a pratiquement plus d'instituteurs hommes ou professeurs, enfin en école primaire. On parle aussi beaucoup de la féminisation de la médecine, qui peut parfois poser problème pour certaines professions. Je pense à la profession de chirurgien où il y a peu de candidats. Comment vous réagissez à cette problématique qui apparaît en sens inverse ? En fait, c'est pour ça que dans le réseau Équilibre, nous travaillons vraiment avec des femmes et des hommes, et vraiment en faveur des femmes comme des hommes. Ça n'est pas un sujet féministe. L'objet, c'est bien de féminiser les professions qui sont surmasculinisées aujourd'hui, et à contrario, de faire rentrer les hommes dans les professions trop féminisées pour trouver le juste équilibre. Vous avez cité des exemples, on peut rajouter les infirmières, alors qu'il y a des infirmiers. Mais du coup, pour nous, il y a plusieurs travaux à mener de front. Le premier, c'est travailler sur les stéréotypes. Parce que le premier handicap par rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes, ce sont tous les stéréotypes que nous pouvons porter les uns et les autres. Le deuxième, c'est de permettre un accès équivalent aux garçons et aux filles sur l'ensemble des cursus scolaires, puisque l'on voit qu'il y a une trop grande concentration des jeunes filles sur un certain type de filière, et malheureusement sur des filières qui ont des déroulements de carrière plus lents que d'autres parcours. Exemple, les cursus administratifs, les cursus RH. Donc vraiment d'arriver à élargir la palette proposée. Et après, il y a le travail pendant le parcours professionnel, ce en quoi nos militants travaillent, pour faire vraiment que les femmes et les hommes, il n'y ait ni plafond de verre, ni paroi de verre, et donc qu'il puisse y avoir des carrières équivalentes. C'est pour nous une opportunité en entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'avoir des équipes mixtes. C'est vraiment une source de richesse, de créativité et presque de durabilité aussi. Monseigneur Barbarin, plus tôt aujourd'hui dans les entretiens de Valpré, Sandrine Meffray, sociologue,
évoqué avec nous, et vous parlez de stéréotypes à l'instant, l'idée ou la nécessité de désintégrer certains codes dans la manière d'éduquer les garçons, les filles, voilà, qu'on les fige dans certains stéréotypes, et qu'il y a un enjeu à faire changer cela. Comment vous avez réagi à ce que disait cette sociologue ? D'une part, quand tu te balades dans le monde entier, tu vois bien que les codes sont extrêmement différents selon les cultures, donc c'est un fait. Et après, à l'intérieur même des civilisations, les choses bougent. Et les exemples qu'elle a donnés sont des exemples qui étaient très parlants, je trouve. Alors, autre chose est d'être très volontariste, il faut faire bouger ça, il faut faire tomber ça, ça c'est militant. Mais peut-être qu'il faut être militant. Mais que les codes bougent, doivent bouger, ont bougé, ça je crois que c'est vraiment un fait. Donc moi j'étais assez content parce qu'elle disait, voilà ce qui se passait à l'intérieur des familles il y a 20 et 30 ans, et voilà maintenant où on en est, du point de vue de la présence à l'intérieur de la maison, elle prenait comme exemple, quand on sort, etc. Et moi je trouvais que c'était très intéressant comme remarque. Carole Couvert. Pour rebondir, ça ne peut fonctionner que si je me positionne du côté de l'entreprise, s'il y a la volonté du chef d'entreprise. Ça ne peut marcher qu'avec la volonté du chef d'entreprise, l'exemplarité et derrière le fait de diffuser à l'ensemble de la ligne managériale. C'est vraiment une logique d'équipe et c'est un vrai sujet fédérateur. C'est le premier accord sur l'égalité professionnelle en 2004, accord national interprofessionnel, qui a été signé par toutes les organisations syndicales, ce qui démontre en plus que dans le dialogue social, c'est un sujet consensuel. Donc c'est une très belle opportunité que de faire du dialogue social un levier de performance au service du collectif et du bien-être. Delphine Coutard, il y a des moments de votre vie de chef d'entreprise où vous avez dû servir d'exemple dans des cas concrets ? En fait, je pense que ce qui compte dans la vie d'un chef d'entreprise pour convaincre son équipe, c'est de donner du sens. Donc c'est d'être le plus sincère possible, le plus transparent possible sur les résultats. Par exemple, moi j'ai eu la chance d'être salarié pendant 15 ans. Mais j'ai vécu des frustrations. Par exemple, j'étais dans des entreprises où on nous communiquait jamais les résultats de la société. Donc on ne comprenait pas toujours la politique générale de l'entreprise, le sens de certaines décisions. Donc je pense qu'effectivement, quand on a beaucoup de dialogue social, quand on explique les choses, qu'on est super transparent, qu'on n'a rien à cacher, eh ben les gens comprennent vos décisions, les intègrent, les portent, et après vous avez... ça roule, vous avez juste la direction à donner et à aider les gens à être le mieux possible dans leur job. Mais la transparence, pour moi, et la sincérité, c'est la seule façon d'être efficace en entreprise. Carole Couvert. Je partage. C'est clair que pour nous, il y a trois choses. Il y a le fait que le ou la salarié se sente bien dans l'entreprise, qu'il connaisse la stratégie de l'entreprise et qu'il sache à quoi sert son travail dans le résultat ou dans la réussite de l'entreprise. Quand on arrive à répondre à ces trois critères, on a mis en place un dialogue social que l'on peut qualifier de compétitif et facteur de progrès dans l'entreprise. En tout cas, c'est la conception de la CFE-CGC en la matière. Mais après, la clé, c'est d'aider les gens à mieux se connaître. Parce que souvent, quand on recrute des gens, ils se vendent sur un poste, on les recrute et puis on s'aperçoit qu'ils ne conviennent pas forcément au poste. Alors, quand on est dans des entreprises en croissance, on a la chance de pouvoir imaginer autre chose pour eux et d'adapter un peu l'organisation de l'entreprise à leur profil. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand on aide les gens à se connaître, je pense qu'on a tous... il y a une égalité de chance au bonheur qui est vraiment très claire, à mon avis, pour tous. J'aimerais qu'on revienne sur cette question de l'égalité homme-femme, à la lumière aussi de tous les débats de société qu'on a eus cette année en France. Un autre des intervenants de ces entretiens de Valprès, aujourd'hui, le philosophe Thibaut Collin, qui a été très impliqué d'ailleurs dans ces sujets, disait que par rapport à la question de l'égalité de tout homme à tous les droits, qu'on avait un problème aujourd'hui face aux droits de l'homme qui est une certaine dérive de l'anthropologie humaine. En se référant aux droits de l'homme, où on peut avoir droit à, du fait d'une dérive de l'anthropologie humaine, ce droit à universel devient une coquille vide et devient presque une aberration. Monseigneur Barbarin, vous avez entendu ces propos aujourd'hui. Comment vous avez réagi aux propos de ce philosophe Thibaut Collin ? J'ai entendu de lui, il citait un philosophe américain, j'ai oublié le nom, et qui parlait du concept complexe d'égalité. Et si vous dites aux gens, il faut réduire les inégalités, tout le monde comprend. Tout le monde est d'accord, parce que les inégalités, c'est des injustices. Donc il faut combattre l'injustice, il n'y a pas de doute. Mais l'égalité, c'est un concept complexe. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes pour qui égalité veut dire abolition des différences, et d'autres pour lesquelles non. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Le concept en négatif, inégalité, est tout à fait clair.
Et le concept en positif n'est pas si clair que ça. Les gens n'ont pas la même chose dans la tête. J'ai regardé dans le catéchisme de l'Église catholique quand je suis repassé chez moi cet après-midi, et je me suis aperçu que justement le titre du chapitre en question, c'était dans la justice sociale, ce que je trouve très bien, un chapitre sur la justice sociale, c'est-à-dire comment une société va-t-elle tenir en équilibre, où tout le monde sera véritablement respecté. Respect, c'est le premier mot. Respect inconditionnel de toute personne humaine. Deuxièmement, égalité et différence. Voilà, égalité au singulier, différence au pluriel. Et j'étais très content de ce que vient de dire Carole Couvert, parce que juste après, il y avait solidarité. Après, toutes les conséquences sont la solidarité. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intelligent, et ça m'a semblé correspondre à ce que disait Thibault. Bienvenue sur RCF et sur KTO. Si vous nous rejoignez, nous avons posé aujourd'hui nos studios à Écully, près de Lyon, pour la 12e édition des Entretiens de Valpré, qui a pour thème cette année Tous égaux, une imposture. Quatre invités avec nous pour y répondre aujourd'hui. Delphine Coutard, présidente d'Hôtel Megastore. Carole Couvert, qui est présidente de la CFE-CGC, la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres. Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et Philippe Courroy, avocat général à la Cour d'appel de Paris. Avec moi pour animer ce débat, Diane Dupré-Latour, rédactrice en chef d'Acteurs de l'économie de la Tribune. Je vous laisse, Diane, lancer la deuxième partie de nos échanges. Sommes-nous tous égaux devant la loi? Philippe Courroy, j'imagine qu'il y a des moments de votre vie professionnelle où vous avez dû être ému, et que ça ne doit pas toujours être évident de rester impartial quand on est ému. Quand vous jugez des affaires criminelles, par exemple, les parcours des personnes que vous avez devant les yeux sont parfois poignants. Il peut aussi y avoir des interférences avec des affinités amicales, politiques. Certains vous en font d'ailleurs le reproche. Comment on fait quand on est juge et qu'on se doit d'une certaine neutralité? D'abord, si vous permettez, je voudrais juste revenir une minute sur votre présentation de tout à l'heure. Vous avez indiqué que j'étais le premier magistrat qui allait passer devant le Conseil supérieur de la magistrature à la suite d'une saisine d'un particulier, en l'occurrence un journal. C'est exact. Vous avez dit que c'était parce que j'avais cherché à identifier les sources des journalistes. C'est inexact. C'est parce que j'avais diligenté une enquête portant sur une infraction de violation du secret professionnel. Donc c'est un peu différent. Cette mise au point étant effectuée, vous me parlez, nous abordons l'égalité des droits. C'est pour moi le véritable contenu de l'égalité. C'est vraiment sur l'égalité des droits que la notion d'égalité prend tout son sens, c'est-à-dire égalité devant la loi, le code pénal, le code civil, il s'applique à tous les citoyens. C'est une garantie démocratique et c'est la réduction de l'arbitraire. Après, vous avez des risques d'entorse à l'égalité devant les droits. C'est l'absence d'impartialité. C'est l'absence d'indépendance. Et donc, c'est toujours ces vertus que le magistrat doit essayer de conserver. L'indépendance, par rapport au pouvoir politique, par exemple. C'est Clémenceau qui disait que la magistrature oscillait avait le choix entre deux carrières, l'héroïsme ou la domesticité. C'était évidemment très caricatural, mais un magistrat, il doit rester indépendant. Indépendant notamment vis-à-vis du pouvoir politique. Indépendant vis-à-vis de ses préjugés aussi. Et je lisais l'autre jour dans une revue juridique des propos d'un magistrat, membre d'un syndicat de magistrats, et je vous dis tout de suite que je n'appartiens à aucun parti politique, contrairement à ce que vous avez laissé entendre tout à l'heure, et à aucun syndicat. C'est pour moi un des principes d'indépendance. Et je lisais dans cette revue juridique, dans la bouche de ce magistrat, prétendre que les juges doivent être neutres, c'est leur dénier le droit de penser. Ça me paraît, si vous voulez, assez grave de dire ça. Ça me paraît assez grave parce que la neutralité, c'est une boussole cardinale de l'impartialité. Alors, on juge bien évidemment avec son humanité, c'est très important, mais juger, c'est pas poser un acte politique. Et je vais faire référence à quelque chose que vous avez tous vu, ce mur qui a été affiché dans un local syndical, sur lequel étaient affichés un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, le pire, c'était certainement qu'il y avait 2 parents de victimes de crimes odieux qui figuraient sur ce mur. Est-ce que c'est un gage pour le justiciable de se dire que la magistrature, c'est aussi ça? La réponse est non, je pense. Alors, impartialité,
indépendance, ce sont des boussoles que l'on doit conserver en permanence. Alors bien évidemment, on juge avec son humanité, mais il faut faire en sorte de ne pas se laisser submerger par l'émotion, de ne pas se laisser submerger par la haine, et toujours de garder cette distance quand on rend ou quand on prend une décision de justice. Ça demande parfois de se construire quand même une forme de carapace. C'est une ascèse, je crois que c'est une ascèse permanente et il faut que le magistrat en permanence prenne la distance et se défie de lui-même aussi, se défie des préjugés qu'il peut avoir, de cette émotion qui peut parfois évidemment le gagner. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase du philosophe Alain et je trouve qu'elle devrait avoir sa place sur les frontispices des palais de justice. Il a écrit « Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit ». Eh bien, je pense que c'est une démarche que l'on doit tous avoir, et notamment en premier les magistrats. C'est quoi la clé justement pour se protéger des influences possibles qu'il peut y avoir? Vous avez un rôle important dans la société. Les influences, elles sont diverses. Ça peut être d'abord sa propre influence. Hein. Je vous l'ai dit, ses préjugés, son logiciel de pensée, donc il faut se garder de cela. Ça peut être des influences extérieures aussi. Et je pense notamment au rôle de la presse. La presse joue évidemment un rôle essentiel, un rôle démocratique dans le fonctionnement de la justice. La justice, elle est rendue au nom du peuple français. Les audiences sont publiques et c'est une garantie démocratique que la presse soit là pour les couvrir. Et puis en même temps, vous avez aussi une forme de journalisme. Et je suis toujours amusé quand je lis le terme journalisme d'investigation. Parce que par essence même, le journalisme, c'est de l'investigation. Par essence même, le journaliste, il doit aller au fond des choses, recouper ses sources, pas se servir de prêt-à-penser, de prêt-à-porter de ses sources. Et ça peut être effectivement assez dangereux, ce type de journalisme qui essaye de se substituer au juge, dans un rythme qui n'est pas le même, dans des garanties procédurales qui ne sont pas les mêmes, aussi peut-être pour présenter une thèse qui n'est pas forcément celle de la vérité, mais qui peut être une thèse journalistique. Et c'est un peu aussi de cela dont le magistrat doit se défier, hein, une pensée unique, une résonance médiatique un petit peu unique. Et c'est vrai que parfois, et souvent même, l'acte de juger, c'est un acte de courage, parce que c'est un acte d'indépendance d'esprit. Journaliste, magistrat, même combat. Ah, en tout cas, au niveau de la rigueur déontologique qui doit être la leur, notamment dans la démarche, ils ne sont pas éloignés. Monseigneur Barbarin, j'aimerais qu'on poursuive sur ce thème du rapport à la loi. Et j'aimerais qu'on vient d'entendre quand même. Moi, je trouve quand un magistrat, quand un juge réfléchit sur le verbe juger, je me rappelle ici à la rentrée solennelle de notre chambre, notre cour, le premier président, après les affaires d'Outreau, qui avaient été si douloureuses pour le monde de la justice, il avait médité devant nous tous devant le verbe juger. Moi, à chaque fois que je vous entends réfléchir sur le verbe juger, je pense à Jésus qui dit ne jugez pas. Mais enfin, vous, c'est votre métier. Et c'est une garantie de paix, d'ailleurs, à l'intérieur de la société. Mais enfin, que de difficultés. Pourquoi est-ce qu'on entend si souvent des gens dire « Oh non, n'allons pas devant cette juridiction, elle ne nous est pas favorable ». Pour moi, c'est quelque chose qui me révolte. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent. Une juridiction qui n'est pas favorable à une catégorie de gens, bah, c'est un fait. Alors bon, c'est un grand défi pour vous aussi. Enfin, c'est très beau ce qu'on vient d'entendre. J'aimerais qu'on prolonge avec cette question du rapport à la loi. Quand on pense au rapport à la loi, on pense aussi au rapport à Dieu. Je sais qu'il y a un concept qui vous est cher, à savoir qu'il y a des sujets, d'après vous, qui sont dans le champ de la loi, et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Expliquez-nous. Ici, on tombe sur un problème biblique très fondamental, c'est que le mot Torah, très connu chez les Juifs, que vous connaissez, a été traduit par loi, nomos en grec. Évidemment, c'est une traduction erronée et qui va faire dévier tout. Le mot Advarim haele, ces paroles que Dieu nous donne pour notre vie, ça a été traduit par des commandements. Alors on est mal parti. Parce que tout est pensé selon une loi, des commandements et des interdictions, mais ce n'est pas le sens du mot. Donc on part sur un faux sens, je trouve, dans une traduction qui est majeure, parce que c'est le point même départ de la Bible. Donc, Torah, du verbe yara en hébreu, ça veut dire je vais t'enseigner un bon chemin pour que ta vie réussisse. Attention, il y a des difficultés. Tu peux te cogner contre un mur, tu peux aller dans une impasse, tu peux tomber dans un précipice, etc. Et comme un père, c'est justement ça que je voudrais t'éviter. Et donc, je te parle et je te dis ces choses-là pour que tu connaisses la vie humaine, puisque c'est moi qui t'ai créé, dit Dieu à son fils, l'homme, et il lui montre une vie qui a quelques chances
d'accéder à sa propre liberté, à son propre épanouissement, en nous indiquant des fausses pistes. Voilà. Et en nous mettant en garde. Et alors après, tu fais ce que tu veux. Donc, commandement, ça veut dire ça c'est obligé, ça c'est interdit. Justement non, c'est fait pour déployer, pour que tu puisses, dans les meilleures conditions possibles, déployer ta liberté. Écoute cette parole. Alors, quand on est tombé, on se rend compte qu'effectivement c'est peut-être un bon conseil et qu'il valait mieux le suivre. Alors ça, ce sont des paroles qui sont des paroles vraiment fondamentales. Je ne sais pas comment il faudrait que nous arrivions à traduire cela, parce que là, on a des siècles, voire des millénaires à reprendre pour comprendre ce que signifie le mot commandement ou ce qui est reçu comme une interdiction, c'est-à-dire comme un règlement, et à partir de là, on est perdu. Alors, pour toucher la question fondamentale que Philippe vient de poser, je crois que j'attends, moi, d'un gouvernement, enfin je me suis permis de le dire à quelques membres du gouvernement l'année dernière, que, par exemple, on s'occupe de la répartition des biens, du chômage, du travail, de la santé, des transports, de l'éducation, des hôpitaux, enfin tout ça, pour moi c'est fondamental, mais j'ai pas besoin qu'on m'explique qu'est-ce que c'est un mariage, parce que ça je le savais déjà, ou qu'est-ce que c'est qu'un homme et une femme, parce que ça je le savais déjà aussi. Et je ne vois pas de quel droit un Parlement peut se mettre à changer le sens des mots. Pour moi, je dis, attendez, là, tout le monde perd la tête, quoi. Ça me rappelle l'expression si jolie d'un cardinal très pacifique et pacifiant, celui de Lisbonne, quand le Parlement portugais a voté cette loi, il a voté la loi sans voter l'adoption. Et on interroge le cardinal qui n'avait rien dit dans toute la campagne. Et elle a dit, mais pourquoi vous ne vous êtes pas prononcé? Il dit, oh, le Parlement portugais... il est en train de perdre la tête comme beaucoup de parlements en Europe et ailleurs, mais vous en faites pas, les gens ils ont la tête bien en place et ils savent très bien que le mariage c'est un homme et une femme. Philippe Courant, là, comment vous réagissez à cette idée qu'il y a certains sujets sur lesquels au fond un Parlement a pas à construire une loi, c'est pas son objet? Vous savez, moi, les magistrats sont pas là pour se substituer au Parlement, ils sont là pour appliquer les textes. Donc c'est un premier point. Ce que je pense, c'est que la loi, quand elle est bien faite, quand elle est équilibrée, quand elle a un sens, parce qu'il faut toujours revenir à l'évidence sociale d'une loi, une bonne loi, elle a une évidence sociale, eh bien, elle sert à mieux réguler la société. On a des chefs d'entreprise à côté. Moi, je donne des cours de droit pénal des affaires. Et j'interviens souvent dans des cénacles un peu comme ceci, devant des chefs d'entreprise ou des étudiants. Et souvent, la loi est mal perçue. Notamment la loi pénale dans l'entreprise est mal perçue, et le juge est aussi mal perçu. Et je me souviens d'un débat au lycée Sainte-Geneviève à Versailles, où j'avais participé à ce débat avec un grand chef d'entreprise et puis le commissaire général au plan de l'époque. Et je parle un peu du rôle du droit pénal dans l'entreprise, et il y a un étudiant qui m'interpelle en disant « Écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous n'avez rien compris, vous ne connaissez rien à l'entreprise, vous ne connaissez rien au marché, pour obtenir des marchés, il faut payer des pots de vin, et puis ça se passe comme ça, donc vous les juges, vous êtes complètement out. » Je le regarde, bon, j'étais un peu désarçonné, et je lui dis, il avait quoi, une vingtaine d'années, et je lui dis, j'entends bien, monsieur, ce que vous dites, et vos propos rentrent en résonance. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous préparez? Il me dit, je prépare Polytechnique. Et il dit, écoutez, imaginez que votre camarade qui est à côté de vous, et qui prépare aussi Polytechnique, paye l'examinateur des problèmes de mathématiques pour avoir le sujet avant vous. Comment ça s'appelle? Il me dit, c'est dégoûtant, c'est de la corruption. Je lui dis, bravo. Imaginons maintenant que dans un dîner en ville, l'examinateur de mathématiques est là, votre camarade aussi, il parle trop, et il dit cette année ça portera sur tel aspect du programme. Vous voyez, en droit pénal, ça s'appelle un délit d'initié. Et puis imaginons, troisième situation, et je terminerai par là, que vous connaissez l'examinateur du problème des mathématiques, qu'il est du même village que vous, et qui vous dit, tiens, cette année, tu devrais travailler tel et tel aspect du problème. Ça s'appelle du favoritisme en droit pénal. Eh bien, vous voyez qu'en fait, toutes ces dispositions, elles ne sont pas là pour stériliser l'entreprise, mais elles sont là, en fait, pour assurer l'égalité. Alors, je lui ai pris l'exemple du concours, qui est d'ailleurs, le concours, c'est une vertu démocratique égalitaire, hein, le principe du concours, mais je crois que dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. La loi, elle est là pour assurer l'égalité et pour assurer la liberté d'entreprendre, parce que l'égalité, c'est aussi la réussite, c'est aussi la possibilité de se dépasser et de s'élever. Delphine Coutard, vous vouliez réagir? Je n'ai pas d'expérience du tout en droit pénal d'entreprise et je m'en réjouis. J'ai juste plus d'expérience en droit social.
Et je m'interroge quand vous dites que la loi est bien faite. Aujourd'hui, je m'interroge vraiment sur l'efficacité du droit social. Au départ, toutes les lois qu'on a faites étaient sans doute pour rétablir un juste équilibre entre les employeurs et les employés. Aujourd'hui, je m'interroge parce que je pense que ça devient complètement contre-productif. D'abord parce que c'est difficile dans les entreprises aujourd'hui de se séparer de quelqu'un. Donc par exemple, quand on recrute une personne qu'elle ne convient pas, qu'on n'arrive pas à la monter en compétences et bref, qu'on a de quoi démontrer une insuffisance professionnelle, on est obligé de rédiger un courrier, un mois suivant encore un autre courrier, enfin de prendre le temps d'avoir 3-4 courriers dans son dossier pour pouvoir avoir de la matière si demain cette personne nous emmène au prud'homme. Donc ça crée dès la première lettre, en fait, la personne qui n'a pas tellement confiance en elle, on est obligé de lui écrire une lettre dans laquelle on est clair, parce que sinon après on peut se le faire reprocher au prud'homme et d'avoir eu un discours ambigu. Donc du coup, ça l'achève complètement parce que ça lui fait perdre le peu de confiance qu'elle a en elle. Donc en gros, quand on commence à rentrer dans ce jeu-là, on donne aucune chance aux salariés. Et après, humainement, ça devient très très difficile parce que forcément, il y a une chape de pression qui se crée et c'est vraiment humainement épouvantable en entreprise. Alors, on a créé aujourd'hui le principe de la rupture conventionnelle, mais c'est difficile de trouver une façon élégante de dire à quelqu'un que son emploi, on n'est pas satisfait de son travail. Et je trouve que ces difficultés finalement à se séparer des personnes deviennent contre-productifs parce que dans des environnements de crise comme aujourd'hui, on hésite vraiment à embaucher des gens. On préfère mettre tout en œuvre pour obtenir plus de productivité et limiter les embauches, ce qui est quand même dommage parce que dans des sociétés où on a du potentiel, on devrait avoir une démarche inverse. Carole Couvert, vous êtes syndicaliste, présidente de la CGC. Comment vous réagissez justement à ce danger qu'évoque Delphine Coutard de trop de judiciarisation de la relation dans l'entreprise ? Alors, nous vivons de toute façon dans une société qui est judiciarisée aujourd'hui, ça c'est clair. Et nous voyons sur différents dossiers qu'il y a un millefeuille de lois, un millefeuille de textes. Et ce que nous demandons, puisque nous sommes dans la même barque finalement, que ce soit chef d'entreprise ou représentant des salariés, c'est de dire prenons le temps de faire des bilans. Avant de lancer une nouvelle loi, faisons le bilan de la loi précédente pour voir les avancées ou alors les points négatifs à corriger avant d'empiler un nouveau dispositif, parce que sinon, ça devient vraiment une matière de spécialistes. Et nous n'avons pas tous les moyens ni humains ni financiers pour être les uns les autres en formation permanente. Et je ne vais pas caricaturer, mais on sort presque de formation qu'il y a un nouveau texte. Et ça, c'est pas acceptable si à la fois on veut développer l'entreprise, si on veut créer de nouvelles entreprises, si on veut avoir un vrai plan de relance de l'emploi, parce que pour nous, les deux objectifs pour les 3 ans qui viennent, c'est un vrai plan de relance de l'emploi et du pouvoir d'achat pour l'ensemble des salariés, y compris l'encadrement, pour sortir de la crise que nous connaissons. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne de saines habitudes en la matière, et vraiment bilan avant de lancer un nouveau dispositif. Donc Philippe Courroy, la loi peut être parfois libératrice, mais parfois stérilisante. Les exemples que j'ai cités tout à l'heure étaient des exemples de lois qui avaient une évidence sociale, et qui avaient une véritable raison d'être et qui assuraient la libre concurrence et un véritable ordre public économique. Maintenant, j'ai entendu tout à l'heure la restitution d'un atelier sur l'inflation législative. Et je vous rejoins tout à fait. Je pense que, mais depuis plusieurs décennies d'ailleurs, on a tendance immédiatement à ressortir de nouveaux textes, à empiler les textes, d'ailleurs en les assortissant souvent de dispositions pénales, et Montesquieu disait « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». C'est tout à fait exact. Et j'ai d'ailleurs été membre d'une commission en 2007 et 2008 où nous avions réfléchi sur une meilleure pénalisation de la vie des affaires, qui visait à supprimer certaines infractions qui étaient tombées complètement en désuétude ou qui n'avaient plus aucune évidence sociale, et au contraire à mieux pénaliser. Et je crois que c'est ça que le législateur doit faire pour répondre à votre question initiale, c'est vraiment de réfléchir à des lois qui sont bien équilibrées, qui ont un sens et qui ne doivent pas effectivement stériliser la vie en société et notamment la vie de l'entreprise. Monseigneur Barbarin, vous êtes pasteur mais vous êtes aussi manager, chef d'entreprise. 350 prêtres environ, 160 salariés équivalents temps plein, 9 millions d'euros de masse salariale. Des inégalités dans votre entreprise de Cézanne, vous en avez. Inégalité de statut, inégalité de salaire, pas trop il paraît, inégalité de compétences.
Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour transformer au quotidien la somme de ces inégalités en une alliance, pour reprendre la très belle expression qui était utilisée cet après-midi par le jésuite et économiste Gaël Giraud au cours des entretiens de Valpré? Par quels outils, par quels principes concrètement est-ce qu'il faut que ça passe? Ce que nous donne déjà la législation française pour le droit du travail, le comité d'entreprise, où chacun a la parole, où toutes ces choses-là sont vérifiées. Aussi, nous sommes un peu professionnalisés, c'est-à-dire que c'est assez récent qu'on ait un DRH maintenant à l'intérieur d'un diocèse. Et quand cette question est survenue il y a quelques années, on dit c'est une évidence ou un besoin, en tout cas, pour nous. Et je m'aperçois de tout ce que l'attention de notre DRH apporte au management de l'ensemble des personnes dans notre diocèse. Les prêtres, ils ont une place un petit peu à part, parce que le vicaire de paroisse jusqu'à l'archevêque, nous avons tous le même salaire. Mais on avait eu ici à Valpré, il y a quelques années, un débat sur le salaire juste, et on avait calculé qu'il y avait une différence de 1 à 3,8 entre le plus bas et le plus élevé de nos salaires, ce qui était largement le moins de tous ceux des entreprises qui étaient ici représentées, y compris les ONG d'ailleurs. Alors peut-être que là aussi, il y a un plus large éventail à honorer ou à proposer, précisément pour la mise en valeur de chacun. Enfin, c'est des choses qui méritent d'être rediscutées et de ne pas fonctionner avec des slogans. Delphine Coutard, vous, dans votre entreprise, vous avez joué le jeu des zones franches urbaines. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et en quoi c'était positif pour votre entreprise? Oui, bien sûr. Les zones franches urbaines, ce sont des dispositifs dans des quartiers défavorisés où il y a un taux de chômage important qui permettent aux entreprises qui s'installent dans ces entreprises-là de bénéficier d'allègements de charges patronales et d'impôts sur les sociétés. Donc nous, on était dans une banlieue chic, entre guillemets, de la région lyonnaise. On faisait face à des difficultés de recrutement très importantes. Et on a décidé en 2006 de s'installer à Rieux-la-Pape, donc une municipalité, pour ceux qui connaissent moins bien la région lyonnaise, où il y a 49 origines culturelles différentes, où il y a 25%, je crois, de taux de chômage. Et en fait, ça a été un formidable tremplin pour notre entreprise parce que on était en pleine croissance et le fait de donner une chance à des jeunes qui cherchaient, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui cherchaient un emploi, notamment administratif ou de commercial sédentaire, c'était pour eux une chance inespérée. Et on a recruté des gens d'origine culturelle très différentes qui se sont absolument très bien intégrés et qui ont eu à cœur de réussir là où ils se prenaient des portes partout. Et vraiment, pour nous, ça a été une très très belle expérience. Et je pense que c'est ce qui nous a aidés à grandir et qui a aussi, et ces dispositifs d'allègement de charges m'ont clairement aidé à réussir parce que j'ai fait en tant que dirigeante aussi des erreurs de gestion qui ont été quelque part un peu, qui ont été rendues moins fortes par ces allègements de charges patronales qui m'aidaient de l'autre côté. Donc, ça veut dire que la discrimination positive qui est souvent décriée, ça peut marcher? En l'occurrence, nous, on a été très très contents de cette expérience-là. Après, ça a été un peu plus compliqué parce que vous avez l'obligation de recruter 33% de vos effectifs habitants dans des zones franches urbaines. Donc quand vous êtes en très très forte croissance, ça devient compliqué d'assurer ce 33% systématiquement. Mais le dispositif a clairement été positif pour nous, et vraiment. On approche vers le terme de ce débat. Carole Couvert, je voulais rebondir avec vous sur la question des écarts salariaux qui a été mise sur la table par le cardinal. Vous regrettiez récemment dans une interview le tassement des grilles salariales dans les entreprises. Mais l'Église, elle, au contraire, rappelle qu'il est bon qu'il n'y ait pas trop d'écart de salaire entre le patron et le salarié le moins bien payé. Vous ne craignez pas d'accroître le sentiment d'inégalité en plaidant pour une hausse des revenus ? Non, alors au contraire, l'idée c'est vraiment de tirer tout le monde vers le haut. On constate depuis une dizaine d'années qu'on a un tassement des grilles de rémunération et de classification qui sont en train d'entraîner l'encadrement, que ce soit les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise, vers le bas. Ce qui veut dire que si on continue comme ça, ce sont toutes les opportunités d'ascenseur social qui ne fonctionneront plus. Donc ce que nous disons et ce sur quoi nos militants insistent dans l'entreprise, c'est qu'à la fois il faut une véritable grille de classification qui puisse reconnaître les talents, les compétences de chacune et de chacun. Et à côté de ça, il faut aussi une négociation annuelle sur les augmentations annuelles qui tiennent compte de l'implication, du niveau hiérarchique de chacun. Deux exemples.
un bon et un mauvais. Un bon, Yves Rocher, on vient de signer donc l'accord sur l'augmentation annuelle. Chez Yves Rocher, ils ont fait un effort cette année. Ils se sont dit qu'un cadre qui n'avait pas été augmenté depuis 2 ans allait bénéficier de l'augmentation de 80% du collège maîtrise et employé. C'est l'idée de redonner de l'oxygène. Un autre exemple que nous n'avons pas signé, c'est Euro Disney. Il prévoyait un accord dans lequel il y avait une augmentation de 1,5% pour le collège employé, 1% pour le collège maîtrise, 0,5% pour le collège cadre. Ça, pour nous, c'était un accord qui n'était pas acceptable parce que l'encadrement est celui qui porte la stratégie, la vision de l'entreprise, qui l'a fait partager à l'ensemble des salariés et donc qui a une implication particulière. Il a aussi un rôle d'alarme et d'alerte sociale pour remonter aux dirigeants ce qui dysfonctionne et faire des propositions. Et c'est aussi toute la philosophie CFE-CGC. Donc l'idée, c'est une juste reconnaissance pour tirer tout le monde vers le haut. Donc on voit que la question des salaires reste sensible. Philippe Courroy, il y a un témoignage qui a été très touchant à votre égard. C'est celui d'une personne que vous aviez condamnée dans les années 90, Pierre Botton, l'ex-gendre de Michel Noir, que vous avez fait condamner pour abus de biens sociaux. Pierre Botton qui a été transformé par ses années en prison et il a dit de vous « Je suis obligé de dire que ce magistrat-là m'a remis dans les rails de la vie normale ». Ce n'est pas rien pour un juge d'entendre ça. Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Oui, je ne l'ai pas condamné. J'ai instruit le dossier qui est allé au tribunal. Mais enfin bon, je l'ai vu effectivement un certain nombre de fois. Le droit pénal, il a ceci de particulier que c'est un droit qui dispose de la violence de la loi. C'est un droit coercitif, c'est un droit qui dispose de la garde à vue, c'est un droit qui sanctionne les atteintes aux biens ou les atteintes aux personnes et qui peut notamment sanctionner par la privation de liberté. Donc c'est un droit violent. Et c'est vrai que le juge pénal est souvent mal accueilli. Ceci étant, je crois que un juge, il doit agir avec humanité, dans le sens du respect du droit. Et finalement, une justice qui est humaine, une justice qui écoute, parce qu'il faut savoir écouter, qui comprend, mais qui sanctionne, eh bien c'est une justice qui peut être comprise. Et l'œuvre de justice, c'est ça. Et je suis effectivement sensible au témoignage que vous avez rappelé, parce que ça montre que quelque part, l'action de la justice est passée. Et puis, il y a la notion aussi de changement, il y a la notion aussi de rédemption. C'est-à-dire qu'un être peut avoir failli à un moment et puis avoir compris qu'il y a une juste sanction qui est tombée. Et notre devoir à nous, magistrats, c'est de permettre à ceux que l'on condamne éventuellement de se dire que c'était une juste sanction. Ça veut dire qu'il y a une dimension morale au droit que vous appliquez? Pas de morale, mais d'humanité dans la manière d'être, dans la manière de se comporter, dans la manière d'écouter. Je crois que finalement tout justiciable est prêt à recevoir une sanction s'il la mérite, si le droit est respecté, s'il a été écouté dans ses arguments, s'il n'a pas trouvé en face de lui du mépris, de l'indifférence ou des préjugés, des présupposés qu'on évoquait tout à l'heure. Et je crois que là, ça peut passer. Et c'est la même chose d'ailleurs pour une victime. Hein. Une victime, lorsque la justice la reconnaît comme victime dans sa dignité, je pense notamment aux victimes d'agressions sexuelles ou de viol, eh bien ça peut être une œuvre de justice très, très constructive pour la personne. Et vous-même, qui maintenant êtes convoqué devant le Conseil supérieur de la magistrature, vous aussi, vous mettez dans la... Enfin, vous avez l'impression qu'on vous applique aussi ces mêmes préceptes? Écoutez, j'espère que je trouverai chez mes juges la même impartialité à laquelle tout justiciable peut aspirer. Hein. Enfin, vous savez, je terminerai par une boutade. C'est... celle qui, dernier chapitre de L'Étranger, Meursault va être guillotiné le lendemain et le prêtre vient dans sa cellule. Et puis il le chasse et il lui dit, vous savez, je ne crains pas la justice de Dieu, j'ai connu celle des hommes. J'aimerais, pour conclure ce débat dans les quelques minutes qui nous restent, qu'on revienne à cette question
de l'égalité qui est centrée sur la différence. On a vu que l'enjeu, la différence peut amener au conflit parce qu'on la trouve pas légitime. Au contraire, la différence vue de manière positive parce que c'est la complémentarité. Et en particulier dans les entreprises, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des gens qui ont des différences, et on l'a évoqué, qui ont des différences de statut, qui ont des différences de salaire, qui ont des différences de compétences, qui ont des différences de sexe. Et tous ces gens-là, et c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est qu'on doit essayer de les mettre, malgré cette inégalité existante de fait, dans une sensation d'être sur un pied d'égalité, quand bien même ils seraient inégaux. Alors, selon vous, quelle est la clé pour que cette égalité peut-être se transforme en équité? En quelques mots, qu'est-ce qui fait que voilà, on peut avoir de l'équité? Delphine Coutard. Je crois que notre métier, c'est de répondre aux attentes de nos salariés. Donc pour moi, tout passe par la communication. C'est vraiment d'être, ce que vous disiez, à l'écoute des gens, de comprendre ce qu'ils attendent à un moment de leur carrière. D'ailleurs, ils n'ont pas toujours les mêmes attentes tout au long de leur vie professionnelle. Et d'essayer de mettre en place une organisation qui puisse leur répondre à ces attentes. Voilà, je pense que c'est pas de leur faire croire qu'ils sont égaux. Carole Couvert. Je crois que c'est une subtile alchimie. Il y a d'abord le talent du chef d'entreprise, il y a le talent des managers, d'où l'intérêt de les reconnaître à leur juste valeur, mais c'est aussi une très belle opportunité pour l'entreprise, parce que de cette alchimie vont naître la créativité, de nouveaux projets, l'innovation, et nous à la CFE-CGC, nous misons beaucoup sur l'anticipation et l'innovation, y compris l'innovation sociale, pour sortir de la crise que nous connaissons. Donc c'est vraiment une chance unique, l'égalité professionnelle en entreprise, c'est un vrai sujet transversal qui permet de balayer toutes les problématiques de l'entreprise. Qualité de vie au travail, formation, salaire. C'est une opportunité unique, mais ça demande de la transparence, vous l'avez très bien dit. Ça demande du partage d'informations, et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Certains ont peur. Ça demande de la pédagogie, mais si on réunit ça, on a vraiment les ingrédients pour aller de l'avant. Et je crois qu'il faut vraiment être optimiste par rapport aux périodes que l'on traverse actuellement. Monseigneur Barbarin, communication, transparence, c'est un savoir-faire dont dispose l'Église en interne? Elle n'est ni moins forte ni plus forte que les autres, c'est notre travail à nous tous. Moi je suis très content parce que viennent de dire mes deux voisines, c'est-à-dire il y a une grande différence dans le travail et dans le salaire et dans les responsabilités, et en même temps on a un devoir d'égalité dans le respect. Mais je voudrais passer au stade d'après. Une fois qu'est fini le travail, vous savez, dans la première page de la Bible, là je remonte chez mes frères aînés les Juifs, les Juifs disent quand tu auras fini tout ton travail, tu rentreras dans le sabbat. Il me semble que ça veut dire que dans le travail, il y a des grandes différences, mais ce n'est pas l'ultime de ta vie. Et quand ton travail est fini, alors il y a un jour qui ne t'appartient plus. Ce ne sont pas tes affaires que tu traites. Et dans le jour du sabbat, tout le monde est égal. On est tous égaux devant Dieu. Vous voyez, par exemple, Montesquieu, qui a été cité quelques fois, quand arrive la naissance, justement, sa propre naissance, son papa, baron de la Brède et de Montesquieu, etc., va voir le dernier de ses métayers et il lui dit « Est-ce que tu me ferais l'honneur d'être le parrain de mon fils ?» Ce qui fait que Montesquieu avait comme parrain le dernier des métayers de la propriété. C'est-à-dire que quand on était devant Dieu, il y avait un au-delà de toutes ces différences. Alors vous dites, il est de notre responsabilité de les traiter selon la justice et l'équité pour l'harmonie de notre entreprise. Et là, tout le monde vous souhaite bon courage. On imagine que ça doit être quelque chose de difficile. Ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup à vous quatre. Delphine Coutard, je rappelle que vous êtes présidente d'Hôtel Megastore. Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC. Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et Philippe Courroy, avocat général à la Cour d'appel de Paris. Voilà, puis un immense merci tout particulier aux équipes techniques de KTO et de RCF qui nous ont permis de partager avec vous cet échange de ce soir. Bonne fin de journée à l'écoute de nos programmes. Très bonne soirée à tous.